Rebonjour à toutes et à tous, si vous nous suivez toujours. Nous sommes sur la conférence Résilience avec Microsoft et les Échos. Et puis celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue. C'est le troisième et dernier plateau de cette demi-journée que nous passons ensemble. Et je vais procéder à un petit tour de table pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. C'est toujours important. Déborah Loy, vous êtes la seule femme sur le plateau, donc je commence par vous. Vous êtes directrice générale de Sista. Sista, c'est un think tank qui prône et qui agit pour la mixité dans la tech. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. À votre droite, Guillaume Roland, vous êtes directeur innovation groupe Emosia. Donc Emosia, c'est la maison Berger. Donc vous fabriquez notamment des bougies et vous nous en direz un petit peu plus sur comment s'est passée cette année pour vous. En face à vous, Jean-Christophe Pittier, vous êtes COO, donc vous dirigez les opérations chez Microsoft. Forcément très mis à profit, mis à l'œuvre durant ces 12 derniers mois. Et enfin, à votre droite, Éric Dadian, vous êtes président de l'AFRC, donc l'Association française de la relation client, qui forcément aussi a vécu une année extrêmement tumultueuse. Je vais poser la même question que lors de la première table ronde, ça va vous permettre de poser le débat. Donc, quelle a été la première réponse finalement vis-à-vis de cette crise et comment vous avez adapté vos entreprises, vos modèles? Éric, parlez-nous de la relation client pour commencer. Oui, alors sur la relation client, on a 300 entreprises qui sont membres de la FRC, donc ça fait 300 000 salariés. Je pense que la crise, elle a révélé l'importance de la relation client et de l'expérience client à distance, puisqu'on a vu 300 000 téléconseillers, conseillers se mettre en œuvre au service des Français. L'économie française a pu continuer à fonctionner grâce aux téléconseillers. Je les salue un petit peu, j'en profite, parce qu'on a beaucoup récompensé, vous vous souvenez, on applaudissait tous les soirs les personnels soignants, les caissières, tous les gens qui étaient au service des Français. Les téléconseillers aussi, puisqu'ils ont permis de continuer en fait à l'économie de fonctionner en prenant des commandes, aussi évidemment les SAMU. On a dans nos membres les SAMU de France. Les volumes ont été multipliés par 6, donc les personnels soignants sont venus dans les centres de relations clients. Et on en a trouvé d'autres parce qu'il n'y avait pas suffisamment de centres de relations clients ouverts pour pouvoir absorber tous les flux. Et c'est très compliqué. On va parler de résilience, mais on voit que en fait au téléphone, vous avez, alors surtout sur les SAMU, vous avez un risque très fort. Donc vous avez une responsabilité quand, évidemment, vous diagnostiquez et vous essayez de comprendre ce qui se passe. Alors même chose sur tous les domaines, dans le tourisme, dans la banque, dans l'assurance, dans les télécoms, tout devient important. Et c'est pour ça que j'aime bien souligner le fait que les téléconseillers, ils ont servi à l'économie de continuer de fonctionner au service des Français. D'accord. Il y a, Déborah, sur les femmes, donc dans la tech, forcément une année, enfin pas forcément malheureusement, mais une année compliquée. Mais quels ont été les premiers réflexes finalement des personnes qui encadrent ce mouvement essentiel pour la diversité et la mixité dans les entreprises? C'est vrai qu'on a beaucoup de chiffres qui montrent que les femmes entrepreneurs ont été impactées plus fortement que les hommes entrepreneurs cette année, malheureusement. Chez Sista, on a par exemple mis en place un programme qui s'appelle Sista Bold, qu'on a mis en place avec Veuve Clicquot, qui est un programme de mentorat qui a donc été réellement créé durant le premier confinement, en se disant, les femmes vont avoir besoin de soutien, et donc on a choisi 100 mentors qui sont des top personnalités de l'écosystème start-up et des affaires en France et qui se sont vraiment mis au service de ces femmes-là en leur donnant du temps. Donc là, on a un peu plus de 300 heures qui ont été données pour ces femmes et on a vraiment vu des effets extrêmement positifs de femmes entrepreneurs qui nous ont dit avoir senti que d'être encadrées, d'être soutenues, de pouvoir parler à la fois de problématiques business et de problématiques aussi d'état d'esprit quand on traverse une crise. L'enjeu pour les entrepreneurs cette année, c'était souvent pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, c'était la première crise en fait de leur carrière, la première crise qu'elles traversaient en tant que chef d'entreprise. Et donc tout était nouveau. L'enjeu, c'est que on sait que les femmes sont moins soutenues par le capital risque que les hommes, et les femmes entrepreneurs que les hommes entrepreneurs. Et donc, les hommes entrepreneurs qui avaient ce soutien des fonds, qui se sont vraiment mis en ordre de bataille pour soutenir les startups de leur portefeuille, eh bien, les femmes ont un peu moins profité de ça, et c'est ce qu'on a essayé de pallier avec Sista Bold. Très bien. Jean-Christophe, Microsoft Store, j'imagine, pris d'assaut lors du début du confinement, avec des besoins d'outils digitaux. Comment on organise ça concrètement ? Alors, c'était intéressant parce qu'à l'époque, je n'étais pas en France. J'étais en charge effectivement du Microsoft Store. On est présent dans 21 pays, la partie online et les boutiques.
Et on avait des équipes en Asie. Donc moi, j'ai pu voir, c'était un peu un film au ralenti, mais la Chine confinée, mes équipes en Corée, le Japon après, et puis c'est petit à petit arrivé en Europe. Mais d'ailleurs, et malgré ça, même en étant connectés aux équipes en direct pendant 6 semaines, on avait quand même tous un peu, d'ailleurs, on était tous encore un peu dans le déni avant que ça arrive en Europe ou aux États-Unis. Et pourtant, j'ai vu, et ça s'est repassé. Exactement comme dans ces pays asiatiques. Après, pour Microsoft Store, ça a été c'est presque un peu schizophrénique. On avait d'un côté le business online qui a explosé. On a vu le trafic multiplié par 2. On a dû gérer les centres d'appel, nos call centers qui étaient saturés avec une énorme augmentation de trafic, donc passer en mode continuité, un petit peu résilience. Et de l'autre côté, on avait nos boutiques. On a une centaine de boutiques, surtout en Amérique du Nord, de Microsoft Store, avec 3500 employés qui, quasiment du jour au lendemain, se sont retrouvés en l'équivalent du chômage partiel américain. Je reviendrai peut-être dessus, mais ces 3500 employés, ils ont tous été reclassés, réutilisés sur des fonctions. On en a transféré beaucoup dans les équipes, dans les centres d'appel. Donc il y a eu un énorme travail d'agilité qui a été fait pour, d'un côté, supporter le online et reclasser ces équipes dans des boutiques physiques. D'accord. Guillaume, vous avez eu la particularité à travers cette crise de changer quasiment le modèle, ou en tout cas le produit que Maison Berger était amené à créer lors des premières semaines. Et racontez-nous un peu ce moment particulier. En effet, le groupe Emosia, on est sur un outil industriel et des marques dans l'univers du parfum intérieur. Et pour cette crise et pour répondre aux besoins lors du premier confinement, on a changé notre outil industriel pour faire de la solution hydroalcoolique. Alors en effet, l'agilité a été là pour qu'en 2 semaines, les équipes basées en Normandie puissent adapter l'outil industriel. On a fourni plusieurs millions de flacons de solutions hydroalcooliques pour les métiers de santé, mais aussi pour la grande surface alimentaire. Donc ça a été une preuve d'agilité sur cette crise un peu exceptionnelle pour le coup, qui nous a permis de faire de la synergie entre l'outil industriel et la force aussi de vente du groupe. Faire parler toutes les équipes, et aussi sur un contexte où les gens passaient plus de temps chez eux, donc souhaitaient purifier leur intérieur, parfumer leur intérieur, et donc il s'est trouvé aussi que la demande sur nos produits de parfumage intérieur, aussi bien mass market que sur du luxe, aussi bien sur des marques propres que pour des clients, ce qu'on fabrique également pour des clients cosmétiques, les produits de parfumage intérieur, a été assez importante. Et donc on a dû vraiment se mobiliser, aussi bien sur la production que sur le online, le e-shop, qui a énormément grandi et grossi sur cette période-là. Donc ça a été à tous les moments une mobilisation totale au niveau du groupe Emosia, de ses marques et de ses sites industriels. Donc il a fallu quand même continuer à produire, continuer à remplir la demande qui était croissante, en même temps gérer des équipes en interne. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement vous assurer que l'ensemble des équipes tendent vers ce double objectif ? C'est toute la définition de la transformation digitale d'un groupe. On a recréé en fait une place commune d'échange grâce à Teams. On a beaucoup utilisé ces outils de visio. On a équipé tous les sites de production de caméras de visio. Tout le monde chez eux, les équipes support, ont pu continuer à communiquer, aussi bien pour les marques du groupe, dont Maison Berger Paris, que pour les clients que l'on doit servir. Ça a très bien fonctionné. En quelques jours, tout le monde a adopté ces outils-là. Heureusement, ça nous a permis de fabriquer cette solution hydroalcoolique et de travailler en synergie avec toutes les équipes aussi commerciales qui sont basées à Nantes, certaines à Carquefou, à Cugand, en Vendée, en Normandie, avec des équipes aussi des filiales aux États-Unis. Donc, ces places d'échange collaboratives étaient nécessaires pour que tous les projets continuent et aucun projet n'a pris de retard. Et encore, il y a eu des nouveaux projets sur cette période très spécifique. Et le besoin de formation sur ces outils, là je me tourne vers Jean-Christophe, c'est forcément a été décuplé pendant ce moment. Comment vous vous organisez, comment vous vous êtes mis en place pour justement continuer d'accompagner ces clients ? Non, vous avez raison, il y a eu une mobilisation incroyable des employés à Microsoft France et pour aider tous les types d'entreprises, les ETI, le grand public, et aux très grands groupes. Parce qu'il y a eu une demande, on a vu d'un seul coup une demande de toutes ces organisations pour aider, aidez-nous, j'ai tous mes employés qui sont en télétravail par exemple,
Ils sont à la maison, ils ont besoin de pouvoir travailler, donc aidez-nous. Et tout le monde n'était pas au même niveau de préparation. D'ailleurs, on a pu voir l'hétérogénéité du niveau de préparation, de transformation digitale des clients. Et donc il y a une grosse mobilisation des équipes Microsoft en France pour supporter nos clients, soit dans le cas, comme dans votre cas, qui était déjà prêt, donc c'était un support assez léger, mais il y a des clients qu'on a aidé à transformer, à passer dans des solutions cloud, etc., en quelques semaines, pour qu'ils puissent continuer leur activité. Et, je ne veux pas tous les citer, mais vous pouvez imaginer des Alstom, des L'Oréal, des maisons bergers, etc. D'accord. Et justement, vous me disiez, pendant la préparation de cet entretien, que certains PDG, certains dirigeants de très grandes entreprises, vraiment se sont tournés vers vous un peu en dernier recours, en disant « mais aidez-nous, on ne sait plus quoi faire ». On a eu, je ne donnerai pas de nom là. Ah, vous vouliez, mais on a eu, donner, quand même. Je ne peux pas vous les donner, mais on a reçu je tournerai positivement, des emails extrêmement touchants et de certains patrons de grands groupes, mais aussi d'entreprises petites qui nous ont dit merci, c'est grâce à ces solutions, à ces outils, on a pu continuer notre activité. Je n'ai pas eu à mettre mes employés en télétravail, j'ai pu continuer à vendre en ligne, donc c'est extrêmement touchant. Et pour les employés Microsoft et nos partenaires, qui personnellement étaient un peu en souffrance, comme tout le monde, c'était extrêmement gratifiant aussi de se dire qu'il y avait un but et qui contribuait à aider la société à traverser cette crise. Et si on reprend la question des outils digitaux qui ont été massivement évidemment déployés durant cette crise, même au sein de la relation client, il y a des nouveaux outils qui ont irrupté dans le débat. Vous pouvez nous en citer quelques exemples ? Oui, pour compléter aussi ce que disait Jean-Christophe, c'est qu'il faut rappeler qu'on a basculé en deux jours, 300 000 personnes, que je citais tout à l'heure, en télétravail. Alors que le télétravail, il faut le rappeler, n'était absolument pas quelque chose qui était une pratique courante dans la relation client. En 2005-2006, il y avait 200 personnes en télétravail. Et ce n'était pas apprécié parce que les salariés ne le voulaient pas et préféraient rentrer dans les centres, etc. Donc en 2 jours, on a basculé des dizaines de milliers de personnes en télétravail avec des solutions comme Microsoft Dynamics. C'est vrai que le cloud a joué son rôle. Et il a fallu former, continuer d'avoir l'engagement, continuer de manager les équipes à distance, ce qui est très compliqué parce que dans un centre de relations clients, vous avez des milliers de personnes qui ont besoin d'avoir leur manager à proximité, qui ont besoin de s'entourer, de se motiver, etc. en permanence. Donc de le faire à distance, ça a été très compliqué. Il a fallu inventer des jeux, d'animer les populations à distance, etc. Pour répondre à votre question, je pense que ça a été très divers en fonction des secteurs d'activité. Bon, je citais le SAMU tout à l'heure, multiplié par 6 les volumétries, et ça n'a pas chuté, ça a continué de monter. Le retail, il fallait se nourrir, donc il fallait passer ses commandes de nourriture. Donc ça a été des multiplications par 4. Je peux citer Intermarché, Cdiscount, sont des marques qui ont connu les volumétries gigantesques. Après, évidemment, c'est très divers. Donc les télécoms, les banques, les assurances ont aussi gardé des volumes. L'énergie, un petit peu moins. Et là, on a vu s'effondrer le tourisme, évidemment l'aérien. Donc là, ça a été terminé. Et le commerce aussi. Tout ce qui était activité commerciale, ça s'est arrêté. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait utiliser le digital. Et je pense que la crise a accéléré l'utilisation des outils digitaux. Bien sûr, l'intelligence artificielle avait commencé à rentrer un petit peu dans les mœurs. On se souvient des bots, des chatbots, des callbots. On voit des canaux arriver comme WhatsApp. On voit la vidéo arriver. Donc, ça s'est accéléré à partir de mars, avril, mai, juin. Et pour prendre ses courses, je prends l'exemple d'Intermarché parce qu'il est frappant. Pour faire ses courses, elle ne pouvait plus accueillir tous les volumes. Donc, la directrice de la relation client a décidé de faire tout en chatbot et avec du WhatsApp. Donc, les courses étaient automatiquement indiquées et envoyées en colis. Après, on traquait, évidemment, parce qu'il fallait suivre tout le tracking. Il y a eu énormément de réassurance aussi et de bienveillance de la part des téléconseillers pour garder le lien social. Les gens ne savaient plus du tout, ils étaient complètement démunis, comment ils allaient se nourrir, comment ils allaient pouvoir continuer de vivre. Et donc, les outils digitaux ont servi à absorber les volumes. Et en même temps, et je pense qu'il faut le souligner ici, l'humain a joué un rôle fondamental. Donc, je recite Intermarché parce que vraiment, il faut le saluer ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en place une ligne VIP pour accueillir les personnes fragiles, les personnes en difficulté, les personnes âgées qui téléphonaient pour les rassurer, leur dire « ne vous inquiétez pas, on va vous livrer vos courses, vous allez continuer d'avoir vos outils, même les PC, parce que les enfants, il fallait évidemment aussi leur permettre de suivre les cours à distance. » Donc tout ça s'est organisé grâce à la relation client à distance, je dirais, et avec des outils à la fois digitaux pour traiter les volumétries importantes, avec des bots, donc qui traitaient les questions simples, et puis de l'humain, qui là venait réassurer, apporter la bienveillance, de l'émotion, et on parlera peut-être tout à l'heure de toutes les valeurs qu'on a vues se mettre en œuvre pendant cette période difficile.
Et avant cela, Déborah, il y a eu beaucoup dans le monde start-up, puisque c'est un monde qui est forcément très prégnant dans la question de la mixité. Est-ce qu'il y a des exemples de femmes entrepreneuses qui ont montré une résilience folle et qui ont, jusqu'où comment ça s'est matérialisé? Alors sur les outils digitaux, j'ai un exemple d'une start-up qui pour le coup n'a pas été très impactée, mais qui s'appelle WeMaintain et qui fait de la maintenance d'ascenseurs, qui digitalise tout le processus de maintenance d'ascenseurs. Donc il s'adresse à un marché qui est trusté par des mastodontes et ils sont parvenus à ouvrir une filiale à Londres pendant cette année. Donc je trouve ça assez extraordinaire quand même de voir que justement quand on s'est positionné sur la digitalisation de quelque chose qui, confinement ou pas confinement, globalement, on doit quand même s'assurer que la maintenance des ascenseurs est faite. Et leur solution a énormément plu et ils ont signé beaucoup de contrats cette année. Donc une très belle boîte cofondée par une femme qu'il faut suivre, je pense, dans les mois à venir. Et puis deux autres exemples peut-être de startups qui ont été vraiment très impactées par cette crise. Je pense à Tarmac Technologies. Il y a 2 cofondatrices et un cofondateur dans cette startup. Donc eux, c'est une boîte qui allait très bien au début d'année. En fait, ils ont développé une plateforme qui met en relation tous les agents qui opèrent sur les avions entre le moment de l'atterrissage et du décollage d'un avion. Donc en fait, il y a une logistique, comme vous vous en doutez, énorme, et c'est sur des temps très courts. Il me disait une demi-heure, 1 heure, où on a pour faire tout le ménage, s'assurer de la sécurité, etc. Et ce sont plein d'agents différents en fait qui opèrent, des petites entreprises qui opèrent sur des segments différents. Et donc ils ont développé cette plateforme pour les orchestrer, leur permettre de gagner en performance et de faire plus de choses en moins de temps. Donc c'est une start-up qui allait très bien en début d'année. Et comme vous vous en doutez, confinement, ils étaient uniquement sur des vols commerciaux. Donc, tout à coup, plus de business. On est sur des entreprises qui sont petites, qui sont fragiles. Et à ce moment-là, les entrepreneurs se disent « est-ce qu'on va survivre ?» Parce que, globalement, on n'a pas tellement de trésorerie. Et cette start-up a décidé de partir sur les vols cargo, alors que dans l'équipe, ils avaient des profils uniquement en vols commerciaux. Et moi, c'est ça que j'admire chez les entrepreneurs et que je trouve vraiment intéressant, c'est cette possibilité d'être agile et surtout cette possibilité d'y croire. Parce que je me souviens les avoir eus au téléphone, je crois que c'était au mois de juin, où ils me disaient on va tenter le cargo, on ne sait pas du tout si ça va fonctionner, mais c'est la seule possibilité pour nous de continuer à exister. Ils y ont cru, ils ont eu cette vision et finalement, ils ont signé leur premier contrat sur le cargo et ça va en faire une entreprise encore plus puissante puisqu'elle va être capable, au moment où les choses reviendront à la normale, d'opérer à la fois sur des vols commerciaux et sur des vols cargo. Un autre exemple, une entreprise qui s'appelle Dance Floor, qui a été cofondée par 2 femmes et qui voulait créer des studios de danse dans Paris. Vous savez, c'est très en vogue de faire des studios de sport monothématiques. On en a vu autour du cycling, de la boxe, etc. Et donc, elles voulaient lancer. Elles étaient sur le point de signer un bail au moment où le confinement... donc, heureusement, elles l'ont pas signé. Et donc là, elles se disent, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, elles ont créé un studio digital. Et c'est cette force de la vision des entrepreneurs. Parce que moi, je me souviens les avoir eus, pareil, au téléphone, en leur disant, mais est-ce que vraiment, tu penses que des gens vont danser dans leur salon, faire de la danse classique, sans bar, sans équipement, sans miroir, etc. Et elles ont dit, oui, on y croit et on va tout faire pour. Et en fait, elles ont créé un nouveau mode finalement de consommation de ce sport qui certainement va rester même une fois qu'elles ouvriront des lieux qui étaient leur modèle de base. Et donc je trouve que c'est fascinant de voir cette capacité à se projeter et à tenir sa route, même si beaucoup de gens autour interrogent la faisabilité de ces modèles-là, quoi. Merci Déborah. Et c'est vrai que les crises sont un moment aussi d'opportunité. On l'a vu dans la première table ronde. Guillaume, je crois qu'il y a pour Maison Berger, ça a été aussi une opportunité à ce moment-là, notamment peut-être dans la partie B2B, donc celle qui s'adresse directement aux entreprises. Comment ça s'est opéré ? Globalement, nos produits, qu'ils soient bougies, parfumées, on a la lampe Berger, qui est notre porte-étendard au niveau de la marque Maison Berger Paris, qui purifie l'air, la parfume. Autre diffuseur de parfums. On a sur ce contexte, qui est un contexte assez anxiogène, recréé des moments d'émotion, cocooning, des moments de bien-être chez les personnes qui sont restées chez elles, parce que la maison est devenue le nouveau hub au quotidien, le sport, la cuisine, les devoirs, la danse, exactement. Et donc, je pense qu'il y a eu une sorte de driver au niveau des collaborateurs, de recréer ces moments de bien-être en interne et globalement plus de marques aussi à faire plus de produits autour du parfumage intérieur. Donc on a eu un contexte qui a fait que nos marques et en effet, comme vous le dites, nos activités B2B de luxe par exemple ont été sollicitées
Certes, nos points de vente étaient fermés, donc on a 7000 points de vente dans 70 pays, contexte perturbé. En tout cas, les activités e-commerce et les activités pour d'autres marques ont bien résisté. La partie, bien entendu, gel hydroalcoolique a permis de répondre à une forte tension sur le marché dès le début du confinement. Mais ça a été un vrai driver, de recréer ces moments un peu d'émotion au quotidien et puis répondre à une demande forte sur ce nouveau produit et à des demandes de clients B2B. À distance, c'est compliqué. Là, on est en train de mettre en place une partie réalité mixte pour faire visiter à nos clients à distance les usines avec les HoloLens. Alors, des lunettes qui permettent à distance pour un client de chez lui d'être immergé dans les lignes de fabrication. On a une usine qui est à Cugan, en Vendée, où on fabrique pour des marques de luxe. Ça peut être des bougies parfois à plus de 200, 500 euros. C'est des bougies qui sont très belles, raffinées. Donc on les fait vraiment avec nous en immersion, découvrir les produits qui sortent de ligne grâce à ces lunettes. Donc on a aussi réinventé les outils, une sorte de relation client, on peut dire en quelque sorte, pour qu'ils puissent interagir avec nous à distance, co-construire des produits. On fait à façon de ce qu'on appelle le full service, donc un nouveau bouquet parfumé, une nouvelle bougie, on va pouvoir les immerger. Les HoloLens permettent d'interagir, c'est une remote assist, donc on assiste sans être équipé sur son ordinateur et par des hologrammes, on peut ajuster un produit, une étiquette, un étui, une mèche, etc. Ça nous a beaucoup, et ça va nous servir en agilité pour ces types de services qu'on peut dire contract manufacturing, qui est une des entités du groupe Emosia. D'accord, donc vous avez beaucoup appris durant cette période et vous mettez à profit, entre guillemets, tout ça pour l'avenir. Je jette un œil à l'heure et je vois que malheureusement, il est quasiment déjà le temps de conclure. Donc on va prendre le temps quand même de conclure sur cette table ronde et cette demi-journée. La question de l'humain, vous l'avez tous évoqué. Et c'est vrai que la grande majorité de l'espace a été occupée par les outils technologiques, notamment digitaux, etc. On a vu leur importance, mais s'il n'y a pas les hommes et les femmes derrière pour les faire avancer, et les faire fonctionner, les implémenter, ça ne peut pas marcher. Et donc je me tourne vers vous, Jean-Christophe, parce que c'est forcément un enjeu chez Microsoft, mais au-delà de cet enjeu-là, la question de la culture qui se pose. Et donc comment vous avez orchestré tout ça et qu'est-ce que ça a éventuellement modifié sur la culture d'entreprise ? C'est une excellente question. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'outils, mais je vous écoutais tous. Et à la fin, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Et c'est la culture qui a été la clé pour s'adapter à cette crise, et ça qui sera la clé encore pour continuer à s'adapter. Et on le voit chez nous, moi en tant que patron, là, de dirigeant, on le voit avec nos équipes, c'est comment on crée cette culture où prise de risque, j'apprends de nos erreurs, on crée une culture où je crois que Loïc Perron l'a dit tout à l'heure, où finalement les employés sont responsabilisés, ils sont compétents et motivés, donc il faut les mettre en situation de prendre des décisions rapides, parce qu'ils sont compétents et motivés. Donc cet aspect culturel est le plus important pour nous. Après, si je repense aussi à la crise, l'aspect aussi, quand je reviens 6 mois en arrière, qu'est-ce que je ferais différemment ? C'est pareil, je reviendrai sur de l'humain. J'ai sous-estimé qu'on s'inscrivait dans la durée. Donc les 2 ou 3 premiers mois, je pense qu'on était tous un petit peu en mode tunnel, on aide nos clients, on y va, et puis ça va passer. Et en fait, début juin, on s'est tous dit, il y a Bill Gates d'ailleurs, un peu le gourou qui nous a dit, mais on est parti pour au moins 2 ans, si tout se passe bien. Donc, recommencez à penser, qu'est-ce qu'il faut changer dans votre manière de travailler, d'aider vos clients, de supporter vos équipes, parce qu'on est dans la durée. C'est un très long marathon. Et donc, on a retravaillé chez Microsoft sur comment on s'inscrit dans cette durée avec le droit à la déconnexion, avec plus de flexibilité, etc., pour nos équipes, pour s'adapter. Parce que c'est nos équipes qui nous ont permis qui nous permettent de traverser cette crise et qui vont les aider à traverser les autres. D'accord. Eric ? Alors en fait, je vous ai amené un baromètre, puisqu'on a créé avec Cision et la FRC un baromètre tout au long de l'année, qu'on va continuer d'ailleurs sur 2021, pour vous donner un petit peu les valeurs. Je vais vous donner quelques chiffres, les valeurs qui ont été plébiscitées et les attentes des consommateurs envers les marques. Elles ont évolué dans les 2 sens. Et je vous donnerai 3 tendances très rapidement. En fait, les entreprises, elles ont pris conscience qu'aujourd'hui, elles ne pouvaient plus être sans tenir compte de l'impact environnemental, sociétal et éthique. Et les consommateurs et les collaborateurs, je pense qu'il faut toujours citer les deux. Collaborateurs et consommateurs, pour les engager, ça repose sur 4 leviers. Je vous l'ai dit très vite. Donc d'abord l'humain, on en a parlé, qui véhicule la loyauté, le respect, la transparence. Et post-confinement,
c'est l'inquiétude, la réassurance, la confiance. Donc il faut encore plus d'humains pour réassurer en fait les clients. Deuxième levier, c'est l'environnement. L'environnement, il est rentré en force, je pense, depuis le confinement. Le durable, la proximité, le local, c'est un levier qui est très fort. Le collectif était très très fort aussi comme levier pendant la période post-confinement ou pendant le confinement. Solidarité, engagement, sens. Hélas pour moi, hein, aujourd'hui c'est en train de basculer un petit peu et on dit qu'il faut plutôt communiquer, être plus transparent, plus sincère. Le collectif et la solidarité jouent moins. Le digital, alors la digital, ça apporte de la simplicité, de la sécurité, de l'agilité et c'est un levier qui reste très très fort en interactivité. Et 3 tendances avec des chiffres. Donc la première tendance, c'est le développement durable. 79% des Français, des consommateurs, changent leur préférence d'achat s'il n'y a pas dans les produits une valeur sociétale et environnementale. Deuxième tendance, le Made in France. On va en entendre parler évidemment l'année prochaine aussi en pleine campagne électorale, mais le local, le Made in France, c'est très important pour les consommateurs et aussi pour les salariés. 68% des Français veulent augmenter la consommation si le produit est local. Et la troisième tendance, c'est agir dans l'intérêt commun, redonner du sens. Vous avez vu évidemment la loi Pacte, la raison d'être. Il faut que les entreprises aujourd'hui, donc là c'est 2 Français sur 3, prennent leur décision d'achat et vont vers une marque si la marque respecte justement l'intérêt général. Donc ça va transformer complètement notre façon de vivre. Cette crise a accéléré en fait ce changement de valeur plébiscité par les consommateurs. Très bien, il y a un sujet, la mixité, forcément qui est dans cette période qui a été mis à mal. Pourquoi c'est si important? Là je pense qu'on est tous convaincus, mais tout le monde n'a peut-être pas la portée de pourquoi ce sujet est important. Évidemment, il y a une conviction, une envie d'inclure tout le monde dans la société. Et puis, il y a un argument économique aussi. Il y a une étude de McKinsey qui est sortie en 2020 qui montrait que les équipes dans lesquelles il y avait plus de 30% de femmes exécutives surperformaient de 48% celles où il y en avait moins de 10%. Donc, c'est énorme. Donc, s'il ne faut qu'un argument économique, il est là. J'espère qu'en plus, on y met des convictions et une envie juste de construire le monde de demain tous ensemble, avec tout le monde. Mais effectivement, l'argument économique, il est là. Chaque crise remet en question la place des femmes dans les entreprises, dans la société. Donc c'est vrai que je lance un appel à tous à faire particulièrement attention à ce sujet-là dans cette période de crise et à ne pas sacrifier en pensant qu'il s'agit d'un sujet accessoire, il s'agit d'un sujet de fond, il s'agit d'un sujet qui est lié à la performance de vos entreprises. Et donc profitons de cette crise au contraire pour diversifier encore plus les équipes et donner plus de poids aux personnes qui sont sous-représentées dans vos équipes. Vous traverserez que mieux cette crise et demain n'en sera que plus rayonnant. Et Guillaume, pour conclure également, ce que vous avez appris finalement, si vous faites la synthèse des 12 derniers mois, enfin des 11 derniers mois, qu'est-ce que vous avez appris et qui va vous servir pour la suite? Je pense que ce baromètre est très vrai, on le vit, le collaboratif, les hommes et les femmes qui constituent le groupe, surtout pour une ETI industrielle, on est dans du savoir-faire qui doit se transmettre et c'est au cœur de nos produits. Le Made in France, ça on le vit tous les jours, on est une société on met le Made in France au cœur de nos produits, qui plus est sur le parfumage, la France est au cœur de ce sujet-là et on exporte beaucoup. Maison Berger par exemple, c'est 80% du chiffre d'affaires à l'international avec 70 pays. Et puis la durabilité, et je pense que ça c'est un enjeu majeur et on l'a vu sur ces 12 mois, la durabilité des produits, les engagements au niveau de l'environnement. Et on a des grands enjeux à faire plus durables, à avoir des matériaux de la naturalité. Alors pour nous, par exemple, ça peut être dans les parfums, les cires, les contenants, les verres, les étuis. Ça peut être vraiment, je pense, ce qu'on peut retenir de ces 12 derniers mois pour que ces consommateurs puissent consommer plus local et puissent également consommer plus durable. C'est un engagement qu'on porte et je pense qu'il sera porté à l'avenir par beaucoup de sociétés. Écoutez, nous suivrons tout ça avec attention aux échos, évidemment. Et puis on verra si les entreprises utilisent cette période justement pour faire en sorte que tout ce qu'elles ont appris en accéléré pendant ces 10, 11, 12 derniers mois, et qui malheureusement s'étirer encore un petit peu plus, vont pouvoir inciter des changements durables à la fois dans la gestion des entreprises,
crise dans les modèles, dans les produits. Et donc, nous, on sera au cœur de tout ça pour vous en parler. Je vous remercie tous les 4. Merci. Vivement d'avoir été avec nous. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur cette conférence, à la fois technique et sur le contenu. Et puis, je vous souhaite surtout une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne année, c'est encore possible, en espérant qu'on puisse avancer et que tous vos projets puissent avancer dans le bon sens. Merci et bonne journée. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.